Eh ben, bienvenue à tous à ce nouveau Café chez un pote, donc le rendez-vous hebdomadaire du réseau des potes, donc pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc, ce réseau a été initié en 2017 par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME, dans l'objectif de donner de l'élan à la transition énergétique, donc en s'appuyant sur ces potes qu'on peut qualifier d'agents du changement ou de relais d'innovation sur les territoires. Voilà, moi je suis Bertille Massé, je suis chargée de mission énergie renouvelable, mobilisation citoyenne à la direction de la transition énergétique de la région. Et donc je co-anime le réseau des potes avec Christiane Morer et Béatrice Carras d'Energy Cities et Muriel Jeanneret de l'ADEME. Vous voulez rajouter un petit mot? Christiane, Béatrice, Muriel? Pour moi, je suis avec plaisir à ces rendez-vous parce que c'est effectivement un moment très intéressant qui fait suite aux visites qu'on avait fait chez les potes et du coup, avec cette formule, on peut toucher plus largement des gens d'un peu partout en même temps. Donc, voilà, une belle formule et un rendez-vous toujours très agréable. Oui, moi, je peux dire bonjour à tout le monde et je suis ravie de revoir les potes et d'en découvrir de nouveaux. Voilà, et moi aussi, ravie de vous revoir, hein, comme chaque semaine. Et voilà, et à chaque fois avec des nouvelles personnes qui sont pas forcément toutes des potes et qui sont aussi là aujourd'hui. Il y a une ouverture aussi sur des territoires, donc c'est bien. Je trouve que ça permet aussi de brasser quoi. Hein, ces pionniers voilà, qui mènent des actions de transition écologique à leur niveau, et puis aussi d'autres instances, les territoires et d'autres instances de la région. L'objectif de ces cafés potes, c'était de pouvoir échanger autour de l'initiative d'un pote. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Donc voilà, vous avez compris qu'il valait mieux couper ces micros au départ et puis les activer quand vous voulez intervenir. Alors, il y a évidemment le chat, mais l'idéal, c'est que vraiment vous puissiez intervenir à l'oral. Donc aujourd'hui, c'est Jean-François Dugour qui nous accueille et je l'en remercie. Donc Jean-François, vous allez nous parler d'énergie citoyenne et plus particulièrement de la fruitière à énergie. Donc l'idée, c'est que voilà, c'est qu'on échange autour de votre initiative pendant une demi-heure et que pour la demi-heure qui suit, on teste une répartition en salon virtuel. Donc, sur 3 questions que va nous présenter Jean-François. Donc, je vous laisse la parole tout de suite pour vous présenter les 3 sujets qui feront suite à votre présentation à partir de 14 h. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec plaisir que je témoigne aujourd'hui et que je vous accueille. Donc Jean-François Dugour, moi je suis plutôt issu des territoires ruraux, mais j'ai toujours été attaché à ce que ces territoires-là fassent le lien avec les territoires urbains, sachant qu'on n'est pas très loin. Moi je suis positionné à Quingey, c'est donc à 25 km au sud de Besançon. Donc l'agglomération byzantine, elle vient à 4 km de Quingey. Donc ça veut dire qu'on est tout de suite en lien avec le périmètre périurbain, et c'est très intéressant de mener des actions donc, autour des sujets du circuit court. C'est ce que je porte depuis plus de 30 ans maintenant, puisque je suis engagé sur ces territoires-là, sur les questions agricoles et rurales, sur plusieurs dynamiques d'intervention, donc qui me placent souvent au sein d'interstices entre le monde des élus, le monde des entreprises et le monde de la militance associative au sein du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc je vais vous parler d'un projet pour lequel j'assure en tant que salarié. J'ai 3 jours de salariat par semaine au sein de la Fruitière à Énergie, une structure qui est née donc sur le territoire quingeois il y aura 3 ans, le 17 juin prochain. Donc, je crois qu'on a un petit support PowerPoint. Voilà, donc l'idée, c'est très rapidement de vous dire comment on en est arrivé à la naissance de la Fruitière à Énergie, hein, qui
qui est une SAS à statut coopératif. C'est donc aujourd'hui une entreprise qui est née d'un collectif d'habitants qui était réuni au sein d'une association qui s'appelle Ensemble mobiliser nos énergies et qui est un acteur associatif né d'un projet éolien qui était financé par un fonds d'investissement américain et londonien qui n'a pas vu le jour sur le territoire de Quingey. Et nous, on s'est interrogé à cette époque, c'était donc en 2012, sur la participation des habitants à de tels projets et comment ils pouvaient être associés et amener leur pierre à la construction de la transition énergétique. Donc la première fois que je me suis fait appeler pote, c'est par une réunion à la région où le préfet avait conclu sur cette déclinaison, là, les pionniers ordinaires de la transition énergétique. C'est devenu écologique aujourd'hui, donc c'est très important d'élargir cette ambition. Donc nous, ce collectif, il s'est créé en forme d'association très rapidement parce qu'on a vu que si on était uniquement sur le prisme du financement du projet éolien, on serait très vite en rupture avec les élus et les financeurs. Donc on a élargi notre champ d'action, on a créé une association qui, elle, a travaillé sur les questions de financement, mais pas uniquement, sur aussi l'ambition de s'impliquer dans une transition écologique et énergétique qui vise la sobriété, le développement des ENR et puis l'association des habitants. Donc cette association, elle a mené un certain nombre d'actions sur le territoire et elle a eu pour ambition de porter un projet de création d'une structure qui puisse servir le financement de la transition énergétique et des projets. Donc elle est née en juin 2017, donc 53 associés qui ont créé cette structure, donc une SAS qui à statut coopératif. Donc SAS, c'est vraiment un statut capitalistique, mais bordé par les règles coopératives, qui est agréé ESUS, et ça c'est une de nos forces. Donc ESUS, ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc c'est un agrément qui vient de nous être renouvelé pour les 5 ans qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on est bordé sur un certain nombre de questions. Le périmètre d'intervention, un homme, une voix, un homme, une femme, une voix. La question de la rémunération aussi des salariés, un certain nombre de points importants et qu'il me semble à mettre au pot commun dans les discussions de ce que l'on vit en ce moment. L'ambition aussi, c'était de permettre aux habitants de se questionner sur leur participation à l'économie de leur territoire et du coup au développement de leur territoire. C'est donc de participer à une aventure économique qui donne du sens à leur épargne et puis qui vient encourager les initiatives locales. Donc nous, on a développé des champs d'action sur le solaire photovoltaïque et thermique, sur l'hydraulique, puisqu'on est en discussion sur le projet de barrage de Quingey, et puis on a développé une animation spécifique autour des coopérations territoriales et de la mobilisation citoyenne, donc qu'on a testé pour la première fois sur un projet avec Préval, qui est un syndicat de traitement dans le Haut-Doubs, et qui a un projet de recyclerie à Mèche. Donc notre territoire d'intervention, c'est un périmètre qui se situe autour de 100 km autour de Quingey, qui est notre point de centre, puisque c'est là qu'on a notre... Donc vous avez une petite carte là qui montre, il y a le semblant d'un cercle qui a été fait à la main et qui montre voilà, où nous intervenons. Les points bleus, c'est les centrales photovoltaïques qui sont en fonctionnement pour le moment. Donc, il y en a 2 qui vont se mettre en service très prochainement. Et puis, les points jaunes, c'est les projets sur lesquels on est en discussion essentiellement avec des communautés de communes ou des syndicats. Donc, notre objectif... Alors aujourd'hui, la frontière à énergie à la date cette date-là, du 27 mai, nous sommes quasiment 200 associés. On est 189 associés exactement. Donc, ils sont aussi variés dans ces collectivités. On a les syndicats de traitement, on a donc le syndicat d'énergie du Doubs, le Cyber Préval, la communauté de communes Loulisons, on a des entreprises. On a aussi un intermarché local à Quingey, la chambre d'agriculture,
On a un capital de 141 000 euros qui nous sert à cofinancer les projets, puisqu'on les finance à travers l'emprunt, et puis on va chercher un complément avec notre capital social. On a donc un objectif de développer 3000 m² de photovoltaïque par an, donc dont la moitié serait financée par la fruitière. On a mis en place des partenariats avec des installateurs locaux. Ça nous intéressait, nous aussi, de travailler au plus près avec des partenaires qui soient issus du territoire. Je vous ai parlé de cette animation de coopération territoriale avec Préval, on pourra y revenir. On est aussi attributaire du marché d'animation parce que l'enjeu dans la période, c'est de développer des projets, mais c'est aussi d'animer la transition écologique et la transition énergétique. Donc, ça fait le lien avec un certain nombre de territoires qui nous ont sollicités, que je salue au passage, puisqu'ils sont dans les potes qui ont rejoint la conversation. Et puis, on a la particularité de développer des projets qui sont des petits projets, donc des petits projets avec des habitants, et des projets plus significatifs. Et on a signé un contrat de partenariat avec EDF pour développer un projet de centrale photovoltaïque sur un site qui abrite une centrale hydraulique à la Prétière, à côté de l'île-sur-le-Doubs, et l'île-sur-le-Doubs, ce qui fait quand même une particularité d'intervention du plus petit projet à des projets avec des entreprises nationales. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait qu'on a été repéré comme étant un acteur qui mobilise au sens large et qui fait que la transition est portée par un ensemble d'acteurs variés. Et puis la dernière diapo, c'est pour vous dire qu'on a un site internet, que vous pouvez aller le voir, il est assez complet et qu'on a la chance aussi d'avoir bénéficié du soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'État et de l'ADEME, puisqu'on a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Mon projet pour la planète. Et je ne vous cache pas que dans la période, c'est une chance assez colossale de pouvoir s'appuyer sur cette base pour pouvoir continuer à cofinancer nos 2 emplois, puisque j'ai une collègue qui est embauchée à plein temps, elle. Et puis la particularité de la fruitière également, que je voulais souligner, c'est qu'on travaille avec un groupe projet, un comité de gestion de 10 personnes. C'est des gens qui se sont mobilisés tous les lundis matins pour travailler sur la déclinaison du projet, avec des origines très variées, puisque ça va du notaire de Quingé, en passant par des anciens responsables d'entreprises nationales et internationales, et puis les militants de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je salue au passage aussi nos associés qui sont connectés à ce temps d'échange. Voilà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez simplement, pour poser les questions, allumer votre micro et puis prendre la parole, dire qui vous êtes. Voilà, après, vous avez peut-être au-delà des questions, des réflexions à partager. Alors, on est aussi associé dans les réseaux régionaux. Alors, Jean-Pierre, si vous voulez poser une question, il faudrait activer votre micro. Voilà. Je comprends que donc la fruitière à énergie cofinance par exemple des panneaux photovoltaïques, des toitures photovoltaïques sur parfois des écoles ou des mairies, comme ça. Qui est le propriétaire des panneaux? Est-ce que c'est la fruitière ou est-ce que c'est le propriétaire du bâtiment? Alors nous, on propose 2 choses, vous avez bien repéré. Donc on a une dimension d'accompagnement de porteurs de projets qui peuvent être des collectivités, mais qui peuvent être aussi des habitants. Dans ce cas-là, si on les accompagne pour la réalisation de leurs projets, elles restent propriétaires de la centrale. Nous, on les accompagne jusqu'à la mise en service et jusqu'à la première facturation. Si on développe un projet de mise à disposition, parce que la fruitière n'a pas de toiture, donc dans ce cas-là, on est dans une mise à disposition qui est régie soit sous forme d'un bail, parce que ça c'est valable pour les entreprises privées,
soit sous forme d'une mise à disposition dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire du domaine public. Donc ça veut dire que sur une école ou sur un bâtiment d'une collectivité pour lequel la fruitière investit, eh ben, elle est propriétaire des panneaux et on gère donc on gère cela par une convention ou un bail. Ça répond assez précisément à votre question? Alors, j'ai une question sur la constitution de la fruitière. Est-ce que vous l'avez montée vous-même ou est-ce que vous êtes fait aider par un réseau, par d'autres exemples qui existaient déjà? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on fait partie je voulais dire en fin de présentation, on est membre du réseau Énergie Partagée. On était très proche d'un certain nombre de réseaux et d'initiatives locales. Le premier interlocuteur qu'on a invité dans le cadre du débat sur comment les citoyens peuvent s'investir au sein d'un projet, c'était fin 2012, c'était Jean-Louis Dufour qui était aux manettes de la réflexion sur le projet de Chamol, qui verra la naissance de Jurassic. Jurassic qui est également associé de la fruitière, nous-mêmes, fruitière étant associés de Jurassic, et on est aussi partenaire dans le cadre du réseau régional de développement des énergies renouvelables et citoyennes. Donc on s'est inspiré d'un certain nombre de projets qui étaient déjà nés sur le territoire. On s'est beaucoup déplacé, on est allé visiter les centrales villageoises dans la Drôme, on est allé à Bégane voir ce qu'ils avaient fait sur le parc éolien de Bégane et comment ils avaient structuré leur projet. Et donc on a travaillé, nous, à la constitution de cette structure. Et personnellement, moi, je pensais qu'on allait constituer une SIC, et on n'a pas constitué une SIC, on a constitué une SAS. Je pense que c'est lié aussi à l'origine variée de notre groupe projet, qui venait aussi du monde de l'entreprise et qui avait l'impression de conserver, en faisant une SAS, une certaine liberté. Bon, on l'abordait avec l'entrée qui était celle de bénéficier d'un agrément ESUS, et donc du coup d'avoir un cadre qui nous rapproche du modèle coopératif. En gros, on a fait une SCIC, on fonctionne avec 5 collèges, donc mais on avait les compétences en interne avec des juristes et des notaires, un notaire notamment qui était très investi dès le début. Et puis pour ma part, moi j'avais ce sujet, j'ai repris un master dirigeant d'entreprise, l'économie sociale, et j'avais ce sujet dans le cadre de mon mémoire. Donc on a bossé de cette manière-là, quoi. Encadré, aidé et investi personnellement. D'autres Il y a Pierrick qui voudrait poser une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour à tous. En fait, j'avais une petite question. Donc, moi, je travaille au sein d'un bureau d'études photovoltaïques et je suis président d'une association qui regroupe les acteurs du solaire en région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle la FCB Solaire. Je me posais une question au niveau de la fruitière à énergie. Est-ce que dans les statuts, c'est stipulé que les sociétaires ne sont que des personnes morales ou physiques exclusivement sur le territoire des 100 km autour de Quingey ou pas? Non, on peut être complètement en dehors du territoire. Après, on a un sociétariat aujourd'hui qui est à 90% des gens qui sont sur ce territoire-là, mais on a des personnes qui sont aussi extérieures parce qu'il y a des formes de ramification familiale, il y a des dynamiques de réseau. On a donc 10% de notre sociétariat qui est vraiment tout à fait en dehors de ce périmètre. Mais statutairement, il n'y a pas de contrainte sur l'origine des sociétaires. Et à l'inverse, moi qui travaille tous les jours dans le photovoltaïque, est-ce qu'on peut proposer et soumettre à la fruitière des projets participatifs ou citoyens qui sont aussi sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, mais peut-être pas forcément à proximité du territoire initial? Alors, bien sûr vous pouvez soumettre ces projets-là. Après, nous, on a aussi une volonté de coopération donc avec les autres collègues qui sont installés sur le périmètre
notamment franc-comtois, mais aussi bourguignon. Donc, on est attaché à faire attention à ne pas rentrer sous des formes de concurrence avec, par exemple, Ercisol et Jurassique. Ercisol qui est sur le territoire de Belfort, mais qui vient jusqu'en Haute-Saône. La coopérative Jurassique qui est basée à Lons et qui intervient sur des projets à une échelle aussi plus large. On essaie d'avoir une approche avec des échanges en préalable de l'attribution de ces projets-là. Moi, j'imaginais plus des zones où il n'y a pas forcément, pardon, j'imaginais plus des territoires sur lesquels il n'y a pas forcément encore les structures participatives en place, comme la Côte d'Or ou Lyon. Oui, bien sûr. Voilà, alors, bon, merci de la réponse. On est aussi attaché à faire la promotion. Donc, on a compris aussi à travers l'exemple de la fruitière que si on s'était uniquement cantonné à un périmètre qui était réduit à celui de la communauté de communes Louison, on aurait, en termes de perspective économique et de capacité à développer de l'emploi, une marge de manœuvre qui serait très réduite. Donc, c'est pour ça qu'on a élargi ce périmètre dans un rayon de 100 km. Mais du coup, on a aussi pour ambition de travailler sur les territoires où il n'existe rien, mais également à pousser la démarche qui a été engagée par la région Bourgogne-Franche-Comté autour du programme qui s'appelle maintenant Étincelle et qui est animé par nos collègues de Copawatt. Donc, derrière, c'est aussi à eux de travailler puisqu'ils bénéficient d'une vraie compétence et d'un financement pour accompagner les territoires qui voudraient structurer des projets pour porter C'est ce que j'allais dire, hein. Je pourrais vous transmettre les coordonnées donc, des deux animateurs qui sont sur les énergies citoyennes, donc Anne-Marie Bailly et Paul-Jean Coutin pour la Bourgogne-Franche-Comté, donc du programme Étincelle. Je vous les transmettrai. Après, il y a un vrai point de vigilance à avoir, c'est-à-dire c'est la capacité de pouvoir assurer une pérennité économique au projet. On voit bien à travers les échanges qu'on a dans le réseau ou les réunions sur ces sujets-là, il y a beaucoup de structures qui se sont créées et qui sont portées par du bénévolat, qui a une force importante et c'est quand même très intéressant de mobiliser ces compétences au niveau des territoires, mais qui peut avoir une limite dans sa capacité à se poursuivre dans le temps, à se renouveler et qui aussi développe des projets de production d'énergie renouvelable, donc ça c'est super, mais qui ne sont pas forcément en capacité de développer de l'emploi, parce qu'il faut déjà trouver des points d'amortissement qui ne sont pas si faciles que ça. Après, il faut structurer la dimension d'intervention et de financement, et puis on saura quand on aura passé les 8 ou 10 premières années qu'on aura une petite capacité pour pérenniser les emplois, mais d'ici là, d'ici à atteindre cette période, si vous voulez, les 10 premières années, elles sont quand même compliquées et il faut chercher des financements. Donc, il faut travailler aussi à pas multiplier les projets, éviter les superpositions entre structures. On n'en est pas là, hein, mais il y a vraiment à raisonner une approche concertée. Ça serait juteux, ça se saurait, quoi. On est vraiment sur de l'investissement à long terme avec des rémunérations qui sont lentes, un investissement patient, donc ça rencontre aussi les échos du moment. C'est important, mais c'est pas si simple à faire entendre. L'intervention, peut-être? Moi, j'ai une question. Bonjour, je suis Pauline Tressac de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je fais partie du réseau des référents potes. J'ai une question sur l'hydroélectricité que vous avez mentionné avec le barrage à Quingé. Par rapport à la forte réduction d'eau, comment vous voyez les choses pour l'avenir ?
Alors nous, on est dans une approche sur le barrage des 15G. Déjà, on travaille dans le cadre de la charte d'énergie partagée, qui a une réflexion assez poussée sur la combinaison des enjeux, hein, aussi bien sur les débits réservés, le maintien de la biodiversité, bon, un certain nombre, et la combinaison avec la production d'énergie. Donc sur le barrage de 15G, on a la particularité d'avoir un enjeu très important, puisque c'est le site de reproduction de l'apron du Rhône. Et c'est un des sites emblématiques de ce petit poisson. Donc, on est obligé de travailler sur une perspective où il faudra encore plus de patience pour trouver des points d'amortissement. On va avoir dans le jargon technique, des débits réservés. Ça veut dire des débits qui ne vont pas être turbinés pour produire de l'énergie renouvelable. Donc, l'ambition, elle est de combiner les enjeux, hein. Certes, il y a une vraie baisse des volumes d'eau à turbiner. Alors, nous, il y a des grosses variations, c'est-à-dire ça peut aller, on peut être dans des gros débits, puis un étiage très très faible, très rapidement sur cette zone de la Loue. Mais bon, sur les perspectives sur lesquelles on travaille, on est encore plus sur des investissements patients et à long terme, avec cette ambition de préserver les différents enjeux que je viens de vous présenter. Donc la démarche, elle a été, contrairement au projet éolien qui avait été quelque chose qui était vraiment porté exclusivement par la collectivité, il n'y avait pas eu un très large appui et comité de pilotage ouvert, donc ce n'est pas le cas sur le projet de barrage de 15G. Donc ça va des utilisateurs que sont, parce qu'il y a aussi une base de loisirs, donc le tourisme, la biodiversité, la production d'énergie, il faut trouver des formes de consensus pour voir si c'est possible de développer un projet. Donc on est sur des approches qui prennent du temps également. Ça, c'est aussi une des difficultés, même sur les projets photovoltaïques, hein. Un projet de 100 kg, on met quasiment une année pour le développer. Quand on travaille avec des partenaires pour bénéficier d'une mise à disposition d'une toiture, sur le barrage de 15G, ça sera certainement encore plus long. Et c'est pas dit qu'on aille au bout, hein. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Et on peut aussi s'inspirer, donc, parce que RCSol, qui est basé à Belfort, et eux sont des spécialistes de projets citoyens en hydroélectricité. Donc, on a aussi des coopérations, une réflexion qui pourrait être menée avec eux. D'autres interventions? Sinon, on peut, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? Oui, Céline Petit-Jean Boucheron de Grand Besançon Métropole. Est-ce que une animation au niveau d'une zone d'activité économique auprès de plusieurs entreprises pour faire un projet global avec plusieurs toitures, c'est quelque chose de tout à fait envisageable ou pas? C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, oui. Après, c'est tout à fait intéressant de mailler cette ambition avec l'objet du plan climat de l'agglo et de la ville. Nous, on a beaucoup bossé sur l'animation de la zone d'activité qui est à l'avant 15G, donc qui appartient à la communauté de communes Loulisons. Et aujourd'hui, donc, il va y avoir 4 projets de photovoltaïques qui sont sur les bâtiments. Alors des projets qui sont financés par des acteurs privés, une entreprise, un projet qui est financé par la Fruitière à Énergie dans le cadre d'un partenariat avec la CUMA, et puis un projet sur une station-service par la privée. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de mailler la démarche et d'avoir une ambition collective, quoi. Donc oui, tout à fait imaginable. Et du coup, c'est 4 projets distincts qui se font ensemble et c'est pas un projet global au sein d'une société de projet? Non, c'est 4 projets qui se font ensemble, mais qui ont été quand même réfléchis et développés au sein de la commission économique du territoire de la communauté de communes Loulisons. Donc, et c'est avec un règlement qui a du coup abouti pour cette zone, mais qui s'est aussi décliné, si vous voulez, sur l'agrandissement de la zone d'Amancé. Il va y avoir
un certain nombre de recommandations qui sont liées à cette ambition de réussir ensemble la transition énergétique. Mais on peut tout à fait aussi imaginer travailler sur un projet. Alors après, de là, aller sur une société de projet, il faut voir ce que ça veut dire, oui. Mais c'est tout à fait envisageable, oui. D'accord. On peut prendre une dernière intervention de Jean-François. C'est ça qui voulait prendre la parole, Jean-François Chapon, avant de passer… Oui, bonjour, une petite question par rapport, donc moi je suis à Bian-sur-Doubs et donc j'ai pas le dossier complet en main parce que je n'étais pas là à l'époque où les travaux de construction ont été faits pour l'école de Bian-sur-Doubs, mais ils avaient pour projet à cette époque de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'école et comme c'est dans une zone protégée par les bâtiments de France, ça avait été refusé et c'était pour savoir si les choses avaient évolué un petit peu et qu'il y a un peu plus de souplesse par rapport aux énergies renouvelables dans des zones protégées par les bâtiments de France. Alors, Bian-sur-Doubs, c'est un sujet privilégié qu'on a travaillé avec Didier Pénaud, le maire, là, qui vient d'être réélu, puisqu'on a travaillé sur deux projets qui pouvaient éventuellement se mettre en place et qui se trouvent dans le périmètre de la protection de l'église, dans le périmètre classé. Il s'avère que nous, on a une très bonne relation avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, et qu'en amont des projets qui sont réfléchis dans le cadre de la zone classée, on présente notre démarche à l'architecte des bâtiments de France qui valide ou pas la perspective. Alors pour l'école d'Orient, il y a certainement des choses qui pourraient être réimaginées. Pour ce qui est du cœur même du bourg, j'ai cru comprendre que l'architecte, là, je n'ai même pas cru comprendre, j'en suis certain, qu'il était attaché à ce qu'il n'y ait pas de photovoltaïque. Mais il y a un périmètre de la commune qui pourrait s'ouvrir à du développement photovoltaïque. Donc ça, c'est des approches qui se font au cas par cas, puisqu'ils interviennent sur chacun des cas pour rendre leur avis. Mais nous, on a travaillé en amont sur des rencontres de terrain. On a défini aussi une ligne de conduite pour avoir plutôt des formes qui respectent une approche géométrique des centrales avec pour certaines d'entre elles, eh bien, des projets qui se développent avec des… Comment on appelle ça? On vient assurer un périmètre pour avoir une centrale qui soit uniforme dans son développement, qui rapproche un peu la forme des galeries. Bon, voilà. Mais on travaille sur ce sujet-là et à Bian, il y a des perspectives. On peut imaginer poursuivre avec la nouvelle équipe municipale, qui est d'ailleurs associée à la Fruitière, cette commune. D'accord. Merci beaucoup. Cette présentation et ces échanges. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite, Jean-François, si ça vous va. Oui, très bien. Oui. Donc, on voulait tester aujourd'hui, dans la deuxième partie de ce café pote, de vous répartir en petits salons virtuels pour faciliter un peu l'interconnaissance et échanger donc, sur 3 sujets différents que nous a proposé Jean-François. Je vous laisse les présenter. L'idée étant d'engager une discussion et d'esquisser des pistes de réflexion pendant 10 à 15 minutes. Et donc, les sous-groupes devront désigner un rapporteur qui, quand on se retrouvera au bout de ce temps en sous-groupe, donc, le rapporteur présentera les 3 grandes idées qui seront dégagées de ces échanges. Je ne sais pas si je suis très claire. Jean-François, je vous laisse présenter les 3 sujets et puis Christiane, Béatrice, Muriel, si vous voulez compléter après ça. Juste pour dire que pendant que Jean-François présente les sujets, vous pouvez vous dire dans quel groupe vous souhaitez être. Donc vous l'écrivez dans l'espace de conversation en mettant 1, 2 ou 3. Ok, alors le premier sujet, c'est sur la question de la promotion et de l'intensification du réseau des potes. L'idée, c'était, il y a un objectif d'être à terme 1000 potes repérés sur cette région, donc de faire du lien, de motiver, de donner envie. Donc c'est
de voir comment on s'y prend pour amplifier cette démarche et passer de la contribution individuelle à une réussite collective. Le deuxième temps proposé, c'est celui qui s'appuie sur témoigner par l'exemple des réalisations. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à la Fruitière, mais parce que c'est sur nos projets qui sont réalisés qu'on arrive à convaincre des nouveaux opérateurs, qu'ils soient privés, issus de l'entreprise, des simples habitants ou des collectivités. Donc, à travers ce témoignage et puis la visite, des temps conviviaux. On avait proposé ça dans le cadre du Festival des Solutions qui devait se dérouler le 4 juillet prochain. Donc, c'est l'idée de s'inspirer des autres, puis de donner envie, quoi. Donner envie de s'investir et d'investir. Et puis, le troisième point, ça fait écho à l'actualité du moment par rapport à l'arrivée des nouvelles équipes municipales et intercommunales. C'est l'idée d'avoir un référent au sein des conseils municipaux ou des collectivités qui soit soucieux de cette... Alors, on sait très bien que les collectivités ont anticipé aussi là-dessus. Hein. Il y a des gens qui sont porteurs de ces sujets-là. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai lien avec les habitants et du coup de travailler sur une perspective de quelque chose qui revienne de manière récurrente dans ces lieux-là quand on travaille sur les projets de transition écologique et énergétique. Faire le lien avec les différents outils d'urbanisme, avec les plans climat. Voilà. Donc c'est dans un de ces trois sujets qu'il faut vous intégrer, si ça vous convient. Sachant que personnellement, moi je serai sur le 2. Voilà, ça va me prendre quelques minutes le temps que tout le monde réponde. Et puis vous allez voilà, petit à petit être, quand les groupes sont complets, vous retrouver avec votre groupe. Et voilà, tout le monde revient dans le groupe. Et ça marche. Voilà. C'est assez fascinant. Hein. On vous a perdu, on vous voit réapparaître. Je suis juste pas allée dans le groupe dans lequel j'avais dit que j'irais au départ, mais c'est parce qu'il y avait peu de monde du coup. Voilà. Ok. Dommage, on n'avait pas fini dans le groupe 3. Désolée, ouais. C'est frustrant. On ne peut pas avoir la réponse parce qu'on avait la question et on n'a pas eu la réponse. Alors, en tout cas, pour répondre à la question c'était comment joindre le conseiller à la transition pour parler de ces sujets-là. Et je pense qu'une des solutions qui peut être chouette, c'est de réussir à le faire adhérer à ce réseau POT pour qu'il puisse être tenu informé et puis que l'ensemble des acteurs de la transition énergétique puissent avoir ce relais privilégié. Je pense que ce serait une belle victoire. Après, enfin voilà, pour moi, c'est un peu compliqué de répondre pour les autres, sachant que moi, j'ai fait le choix de rejoindre ce réseau-là avant même d'être mandaté sur la commune pour ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un du groupe 1 souhaite rapporter nos échanges? Je peux y aller, pourquoi pas. Loïc, merci. Donc dans notre groupe, oui, moi-même et Gwenaël, qui ne sommes pas potes, mais qui connaissons le réseau par d'autres biais, on avait souligné le fait que le réseau était assez confidentiel et que on l'avait connu par nos réseaux professionnels dans le cadre de notre travail. Et donc, avant de parler de massification, il faudrait déjà être plus visible. Donc, on a parlé aussi de la manière d'être plus visible. Alors, par quels canaux, c'est quelque chose qui serait intéressant de creuser.
Donc, il y a peut-être une enquête à mener de ce côté-là. Et puis de quoi t'on parlait? Bertie, est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, bah, d'une lettre d'info éventuellement. Oui, de constituer des groupes par thématique. Aussi. Et d'infiltrer les conseils municipaux et puis les instances de décision. Voilà. Pour le groupe 2, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer, s'il vous plaît? Et moi, je peux redire, si, mais je peux redire un peu les trois interventions, les trois propositions qui ont émané de l'échange. Donc, il y a l'idée d'effectivement s'appuyer sur les démarches qui sont repérées pour travailler auprès soit de projets qui sont communaux, soit de projets qui sont dans le cadre de quelque chose de plus élargi. Autour, a été cité l'exemple de l'agglo de Besançon qui travaille au sein de son secteur économique à un plan de relance, donc faire le lien sur le champ des possibles. Il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'y prendre pour développer un projet d'énergétique entre plusieurs entreprises, les questions d'autoconsommation. Il y a eu une réflexion qui a été menée sur la question de la communication et peut-être solliciter des témoignages de personnes qui se sont associées à la fruitière ou à d'autres structures telles que la nôtre pour essayer de connaître leur motivation autour de la mobilisation de leur épargne pour accompagner cette entreprise et du coup communiquer plus largement avec l'idée de peut-être utiliser un support média, une radio pour réaliser ces interviews et en faire quelque chose de plus médiatique. Et puis, il y a eu une réflexion sur la manière de donner un peu du PEPS et une dimension collective à des témoignages comme celui de cet après-midi, en utilisant les nouveaux supports au service de cette approche virtuelle dans laquelle on est peut-être amené à exercer pendant un certain temps. Donc, l'idée de mettre plusieurs acteurs en relation pour témoigner et donner de la variété, peut-être aussi un peu de tonus, donc imaginer une communication qui soit plus élargie et puis peut-être plus tonique, je l'ai dit. Merci. Et enfin, donc le groupe 3. On a posé la question d'un rapporteur, personne n'est enthousiaste pour le faire, donc si c'est toujours le cas, ben, je me dévoue. Donc, ce que j'ai entendu, comme en gros, on a eu trois idées. La première idée, c'était de pouvoir finalement outiller des potes, leur donner peut-être un petit support qui soit commun à tous pour qu'ils puissent faire une intervention dans des conseils municipaux ou des structures intercommunales avec voilà, un petit outil commun qui présente ce que sont les potes pour finalement sensibiliser, acculturer les décideurs de ces collectivités. Bien sûr, vous intervenez pour compléter si j'ai oublié ou mal reformulé les idées. L'autre idée qui était ressortie, qui allait aussi dans la même continuité d'outiller, de sensibiliser les décideurs, c'était pour peut-être de faire appel à des conférenciers qui puissent voilà, aller porter la bonne parole auprès de ces élus dans le but finalement d'avoir un cercle d'initiés et de référents à l'intérieur de ces conseils municipaux ou communautaires. Et puis il y a eu aussi l'idée de dire que ce travail de sensibilisation, il fallait aussi le penser avec des allers-retours, pas que ça reste que dans la sphère des élus, et bien faire le lien aussi avec la sphère des habitants, de la population. Puisse y avoir
un partage et des allers-retours, faire connaître ce qui a été réalisé, faire connaître les initiatives des potes auprès de la population pour qu'il y ait aussi le mouvement d'identification de nouveaux potes. Et puis après, le dernier axe qui était plutôt débattu, c'était la question qui avait été posée, comment faire pour finalement s'adresser à un élu, puisqu'on avait un élu dans notre groupe. Donc, la question était, pour vous, élu, de quoi vous auriez besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous aider, vous appuyer, d'autant que c'était un élu en charge des questions de développement durable. C'est parmi nous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, je n'avais pas mon micro. Merci beaucoup. On a dépassé de quelques minutes la fin de notre café. Jean-François, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Je veux dire. Oui, vas-y, Christiane. Peut-être juste avant que Jean-François dise le mot de la fin, vous invitez au prochain café donc, du 4 juin. Donc, c'est Pauline Giard qui nous recevra et qui nous parlera d'art et de permaculture. En fait, l'idée, c'est de comment faire le lien entre l'art et l'écologie aujourd'hui. Poser la question aussi, est-ce que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité? Et donc, elle a choisi un titre qui, faisant un petit jeu de mots sur faire de l'art permaculturel. Voilà, donc Pauline, elle travaille à Belfort, à l'école des arts de Belfort, où elle est en charge d'un projet justement sur comment amener des questions écologiques et la nature dans l'art et dans les pratiques des étudiants en art. Donc un sujet totalement différent, mais c'est ça qu'on aime bien aussi chez les potes. Voilà, donc voilà pour le prochain café. Et puis Jean-François, si tu veux peut-être dire le mot de la fin par rapport à ce qu'on a entendu et puis ce café, ce que ça vous a apporté, ce qu'on peut retenir peut-être aussi pour les fois prochaines. En tous les cas, je vous remercie tous pour ce moment. Je remercie aussi les différentes formes d'interpellation. Je retiens cette idée particulière de solliciter notre sociétariat pour essayer de recueillir ce qu'est le fondement de leur participation à une telle aventure. Je crois moi, je crois beaucoup à la période qui arrive. Hein. On est vraiment dans une dimension de résilience qui fait référence à des outils juridiques tels que les nôtres. On est dans une phase où il se doit d'être mis en place une bascule, et cette bascule, elle va reposer sur une immense volonté politique, mais elle va aussi nécessairement et obligatoirement être associée à un volontarisme citoyen et entrepreneurial qui devra être très conséquent. Donc, ça rejoint ce qui a été dit dans cet échange là autour de la participation des habitants, des entreprises, du citoyen lambda, mais surtout une immense volonté politique, et il faut qu'on rejoigne cette démarche de coopération. Moi, je crois beaucoup à l'idée de réinventer les coopérations, et c'est là-dessus que je voulais conclure, et vous remercie à nouveau pour le moment. Merci à vous. Merci à tous, et puis rendez-vous la semaine prochaine.